Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est pour moi un grand plaisir parce que vous êtes très nombreux à nous suivre et surtout à suivre votre magazine Entretien. Ce jour, ce lundi principalement, mais une émission qui passe mardi, vous le savez, nous avons le vrai plaisir de recevoir un invité de marque. Il s'agit d'un jeune cadre du mouvement de libération du Congo, Régis Kassama, c'est son nom. Bonjour Régis. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec lui, nous allons, comme le titre de l'émission l'indique, nous entretenir sur les différents points d'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous le savez, il s'agira très clairement de la publication du calendrier électoral de notre pays, la RDC, publication intervenue, vous le savez, hier dimanche 5 novembre 2017. Des réactions déjà fusent un peu de partout du côté de l'opposition. Nous aurons en tout cas à analyser avec Régis Kassama le dernier détail qui fâche selon le MLC. Et déjà, beaucoup d'acteurs politiques, notamment de l'opposition de la société civile, rejettent purement et simplement le calendrier de Nanga. Vous le savez, il avait mis le cap avec 504 jours, revient sur 306 jours, donc il quitte la Peugeot 504 pour la Peugeot 306, ce sont ces termes hier. C'est un peu, comme on dit, sur le point d'imagination, mais c'est la réalité. On verra avec Régis Kassama. Également, dans cette émission, de cet entretien, nous allons également aborder la question relative à l'appel à l'unité de l'opposition. Vous savez, tout le monde appelle à l'alternance démocratique qui est irréversible au regard de notre loi fondamentale, la Constitution, également de l'accord de la CENCO, l'accord du 31 décembre 2016. Mais comment l'opposition compte-t-elle s'organiser pour justement que cette alternance soit effective comme le veut la Constitution? Nous allons en tout cas aborder, je crois que Jean-Pierre Bemba, le leader du MLC, a déjà lancé le ton avec l'appel déjà lu avec la secrétaire générale. Nous allons également voir est-ce que ce sera possible, comment arriver à cette unité de l'opposition, comme on le dit, alors qu'on sait qu'en 2006, en 2011, l'opposition pratiquement a fait rater au peuple congolais l'occasion de cette alternance démocratique. Est-ce que cette fois-ci, ça sera le bon? La question sera posée à Régis Kassama qui va également donner le point de vue. Si nous aurons justement le temps, nous allons également parler de la situation socio-économique des Congolais. Vous le savez, les défis sont énormes à ce niveau-là. Tout le monde s'attelle à parler de la politique, alors qu'il y a également le social et l'économie qui sont également trop des sujets primordiaux pour le peuple congolais. Comment y remédier? C'est la question que nous allons également poser à Régis Kassama. Vous avez suivi, comme nous tous, hier, la publication par le président de la CENI, Corneille Nangaa, de calendrier électoral et chronogramme. En termes clairs, c'est le 23 décembre 2018 qu'on va élire le président de la République, les députés nationaux et les députés provinciaux. La première réaction chez vous? Oui, la première réaction déjà, c'est que quand j'y réfléchis, je pense que j'ai une réaction à deux volets. Oui. Le premier, c'est d'être quand même satisfait déjà d'avoir un calendrier, une base sur laquelle nous pouvons discuter et qui va nous ramener effectivement vers l'organisation des élections. Ce calendrier a été demandé et attendu de tous. Malheureusement, dans les concertations qui devaient précéder ce calendrier-là, les concertations n'ont pas le cadre de concertation qui devait être installé entre les différents acteurs principaux qui prennent part à ces élections. Ce cadre-là n'a pas été installé, ou bien il l'a été en partie, mais le calendrier est là et nous allons nous atteler à le critiquer pour le rendre meilleur. Bien évidemment, nous allons démontrer qu'il y a encore une possibilité de résoudre, de diminuer ce nombre-là, qui jadis était à 504. Oui. Nous avons démontré au MLC qu'avec moins de 200 jours, on pouvait organiser les élections. Il y a des partis qui n'étaient pas d'accord avec nous, mais aujourd'hui, la CENI elle-même s'est dédiée et elle est à 306 jours. En regardant ce calendrier, il y a encore des actions qui peuvent être mises en exécution de manière simultanée et qui peuvent nous permettre à réduire ce calendrier-là, comme nous le pensons, à moins de 200 jours. Ça, c'est la première réaction. La seconde, c'est que il se dégage une certaine impression
il y a toujours cette volonté-là de faire qu'il n'y ait pas les élections en temps voulu, parce que c'est des élections qui devaient avoir lieu en 2016. Là, vous les mettez en 2018, et le président de la CENI, en présentant son calendrier, a semblé conditionner cette date du 23 décembre par les différentes contraintes. Les contraintes d'ordre politique, les contraintes d'ordre logistique, les contraintes d'ordre financier, ce qui sous-entend qu'il y a encore une possibilité qu'il y ait des élections au-delà du 23 décembre 2018, ce qui n'est pas sérieux. Donc, c'est encore à ce niveau-là que nous sommes dans cette ambiguïté. Au niveau du parti, nous sommes en train de réfléchir afin de donner notre position officielle par rapport à ce calendrier. Mais de mon avis personnel, s'il y a aussi un conseil que je peux donner à l'opposition tout entière dans la République démocratique du Congo, c'est d'éviter de tomber dans le piège de la majorité présidentielle, qui à chaque fois nous sort des calendriers compliqués pour ne pas dire bidons, et nous rejette la responsabilité de la non-tenue des élections dans cette date qui est retenue dans ce calendrier-là. Donc réfléchissons sur ces deux vitesses afin de prendre la bonne position et de privilégier l'organisation des élections, parce qu'au MLC, c'est la seule voie par laquelle nous attendons l'alternance à la tête du pouvoir. Mais la crainte maintenant pour beaucoup de Congolais, déjà, à voir, vous l'avez tout à l'heure là relevé, le fait par exemple de pouvoir déjà conditionner la mise en œuvre de ces calendriers électoraux par notamment des contraintes. Vous avez relevé les contraintes politiques, il faut les légales, d'ordre légal d'ailleurs on l'a relevé. Là on parle de lois qui vont être votées au niveau de Parlement, on parle également de contraintes financières, l'argent qui doit également venir des partenaires extérieurs, de la logistique, il est arrivé également tous ces aspects-là. Mais c'est la crainte à ces niveaux-là. Comment doit-on maintenant, alors que le calendrier est déjà publié, c'est vrai que vous, en tant que clerc, c'est déjà pour beaucoup un calendrier irréaliste, même irréalisable, comme on le dit. Mais comment maintenant surmonter ces grands défis de ces contraintes? Est-ce que la stratégie de la CENI, c'est pour dire je vous donne le calendrier, mais également je piège le calendrier parce que c'est qu'on n'aura pas à surmonter les difficultés pour que la mise en œuvre soit vraiment effective. Et comment maintenant surmonter ces pièges-là qui sont tendus par la CENI à travers le Konenanga? Il y a vraiment une nette impression qu'il y a une certaine tentative de piège face à la classe politique de l'opposition et puis du peuple congolais lui-même. Mais je pense que ce calendrier a été publié hier parce qu'il y a eu certaines discussions avec des partenaires étrangers. Je me tais de les citer ici, mais toutes ces questions ont été revues et on leur a démontré que sur le plan logistique et financier, c'est possible d'organiser les élections en 2018. Alors qu'eux pensaient déjà nous ramener en 2019, on les a démontré noir sur blanc que c'était encore possible en 2018. Ils ont accepté, en fait, ils ont compris cette thèse-là et ils se sont alignés. Au lieu de tomber aux alentours de juin 2018, comme convenu lors des récentes discussions, ils ont présenté un calendrier qui nous ramène jusqu'à décembre 2018 en mettant un accent sur les contraintes. Alors que ces contraintes-là ont déjà été levées et là, il nous reste des contraintes également, des dates critiques qu'ils ont relevées également. Bien évidemment. Il nous reste juste à rentrer dans l'exécution de ce plan-là pour aller vers les élections. Parce que le financement, le gouvernement a les moyens de financer les élections, qu'on ne se trompe pas. Et puis les partenaires étrangers ont décidé, sont acceptés de mettre les moyens. Il faut juste qu'il y ait la volonté politique et qu'on voit que la CENI est en train de marcher vers l'organisation des élections. Les moyens seront débloqués et mis à disposition de la CENI. Est-ce que vous n'avez pas la nette impression que la publication des calendriers est intervenue justement sous pression, par exemple? On a vu le passage de Niki Halé qui dit, écoutez, sans calendrier électoral, il ne faut même pas compter sur l'appui financier des États-Unis. Est-ce que finalement, Nanga dit, écoutez, comme il y avait beaucoup de pression sur le plan interne et sur le plan international, eh bien, écoutez, je vous livre la patate chaude à chacun de pouvoir se débrouiller. En tant qu'acteur politique congolais, se battons pour préserver l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous devons, nous, politiques congolais, avoir ce sens de responsabilité, de savoir que nous devons aller vers les élections, quels sont les éléments qui entrent en compte, comment faire parce que nous allons rapidement vers les élections. Au lieu d'attendre qu'à chaque fois, il y ait des partenaires étrangers qui viennent nous rappeler certaines positions à prendre qui sont d'ailleurs élémentaires, nous perdons du crédit
face au monde international. Nous perdons du crédit face à nos voisins. Okay? Le Congo aujourd'hui donne l'impression de fonctionner parce qu'il y a un certain suivi, bien une certaine pression qui vient des nations étrangères. Et ça n'a pas de sens. Nous devons nous responsabiliser nous-mêmes pour être des acteurs politiques qui vont tirer le Congo vers l'élite. Et si ce calendrier a été publié sous pression ou pas, le peuple congolais ne s'en plaint pas. Parce que son désir, c'est d'aller vers les élections. Maintenant qu'il y a ce calendrier-là, nous voulons nous battre pour réduire cette date qui nous ramène vers le 23 décembre, la réduire aux alentours du mois de juin, par exemple. Nous pouvons y arriver, nous allons le démontrer autour des travaux les travaux pendant lesquels nous allons convier la CENI, que ça soit démontré noir sur blanc que ça reste encore possible. Et nous voulons avoir les élections, en tout cas, d'ici juin 2018. Déjà, les calendriers, Nanga prévoit par exemple l'enrôlement de la diaspora, qui tout le monde avait déjà souhaité de tout ce vœu, du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2018 à 28 septembre 2018, donc pendant 3 mois. Mais est-ce qu'en mettant l'enrôlement de la diaspora, ou la différence de nos compatriotes de la diaspora, ce n'est pas également une façon pour Nanga de pouvoir demain justifier le manque de mise en œuvre de ces calendriers électoraux? Parce que déjà, si on interne, l'enrôlement au niveau interne a pris pratiquement une année, et également la complication, et pour la première fois d'ailleurs qu'on mène une opération de l'enrôlement de la diaspora, est-ce qu'on n'aura pas à perdre beaucoup de temps que prévu par exemple pendant 3 mois? Ce n'est pas une stratégie de dire, écoutez, nous allons toujours prendre notre 5-4 jours, comme je le disais, mais en camouflant pour passer justement avec cette donne. L'enrôlement ou le droit de vote des compatriotes de la diaspora est prévu dans la Constitution. Oui. Et ils n'ont pas voté en 2011, mais en 2016, ça a été levé qu'ils allaient voter. Je pense que nous devons donner à ces compatriotes leur droit de vote. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, si, comme on avait déjà débuté l'enrôlement ici au Congo, et on ne peut pas le faire simultanément également pour la diaspora? Ce n'était pas possible. Nous n'allons pas aujourd'hui refaire le passé. Il est déjà passé et nous regardons vers l'avenir. Donc, il faut qu'il y ait cet enrôlement-là, que ça se fasse. Et les opérations de l'enrôlement à l'étranger peuvent se faire simultanément avec d'autres opérations ici, notamment le contrôle des doublons du fichier national qui a déjà été fait. Il y a plusieurs opérations qui peuvent être menées de manière simultanée. Voilà là où nous revenons encore au point où je disais, nous allons travailler pour démontrer que nous pouvons réduire ce calendrier électoral. Mais les compatriotes de la diaspora ont leur droit de vote et puis on ne peut pas le leur refuser. Les grands problèmes également, c'est l'argent. Nang a dit seulement qu'il faut que les partenaires étrangers puissent mettre la main dans la pâte. Vous l'avez relevé tout à l'heure ici. Mais la grande question, est-ce que le Congo, d'ailleurs Nang l'a dit hier dans son discours, que les élections sont d'abord une affaire congolaise? Exactement. On le concède par rapport à ça. Mais est-ce que la volonté pour le gouvernement congolais de financer ces élections, est-ce que cette volonté hésite bel et bien? Lorsqu'on sait déjà que depuis 2014, les parlements votaient déjà, notamment en termes de budget, au moins 250 millions de dollars, mais alors qu'on ne sait pas là où cet argent est parti, est-ce que cette volonté hésite bien évidemment pour le gouvernement pour financer ces élections? Au vu de ce que nous constatons actuellement, je dirais non. Parce que les élections, les dernières, ont eu lieu en 2011. Le gouvernement de la République a eu 5 ans pour préparer ces élections-là. Dans chaque année, dans chaque exercice budgétaire, il y avait des fonds qui ont été mis de côté, en principe qui devaient être mis de côté pour l'organisation des élections. Nous avons appris qu'il y a eu certains scandales qui ont été relevés sur la gestion de ces fonds-là dans une banque de la place. Je pense que dans ce dossier-là, il y a à boire et à manger. Une chose est sûre, c'est que le gouvernement n'a pas manqué de moyens pendant ces 5 dernières années pour organiser les élections. Et actuellement, avec de la volonté politique, le gouvernement peut débloquer des fonds. Et il sera assisté par les partenaires qui, du reste, ont déjà accepté de mettre la main dans la poche pour accompagner le Congo dans le processus d'organisation des élections. Donc, je pense que aussi au niveau du financement, il n'y aura pas de problème.
Le problème plutôt avec les partenaires se situera au niveau de la crédibilité des élections que nous organisons dans ce pays. Si les partenaires se rendent compte effectivement que nous sommes en train d'organiser les élections avec cette volonté d'aller vers les élections, personne ne va rechigner à disponibiliser les moyens pour organiser les élections. Donc ça encore, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Mais déjà, le fait pour vous de rejeter, c'est vrai que le MLC compte améliorer en fait ses calendriers. Je crois que ce n'est pas encore débattu, mais je crois que ce sera envisageable à ces niveaux-là, parce que vous étiez les premiers partis politiques à proposer en fait un chronogramme raisonnable qu'on puisse déjà dès juin 2018 qu'on puisse avoir tenir des élections. Mais d'abord, on parle de cette séquence des élections. Le même jour, on vote le président de la République, on vote les députés nationaux et les députés provinciaux. Et vous ne voyez pas que c'est irréalisable et irréaliste en même temps? Là encore, je réponds à deux volets. Oui. Le premier volet, c'est que si nous sommes dans le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, la classe politique a discuté et elle est tombée d'accord sur cette question-là, d'organiser les élections de cette façon-là. Okay? Donc, je pense que logiquement, si nous voulons rester dans le respect de cet accord, ça doit se faire de cette manière. Mais le poids logistique nous pousse à réfléchir un peu plus sur la question. C'est là où intervient le second volet, qui est mon avis personnel. J'ai toujours estimé que nous devons chercher à décaler ces élections-là, soit les faire de manière totalement séparée, soit les organiser ensemble, mais de décaler. On peut avoir, parlons du 23 décembre, on peut avoir le 23 décembre les présidentielles et les législatives nationales, et puis on se dit 3 jours après, soit le 26 ou le 27, on a les élections provinciales. Dans ce sens-là, je pense quand même qu'on peut arriver à avoir une solution, on peut avoir les élections. Séparer ces élections. Oui. Est-ce qu'il faut il y a d'autres avis qui disent, écoutez, comme on a perdu beaucoup de temps, Nanga nous a fait perdre le temps, la majorité également, avec une stratégie de glissement, il faut-il pas aujourd'hui finalement prioriser l'élection présidentielle? D'abord. Là, ça ne demande pas beaucoup de moyens parce qu'il y a une seule solution électorale, par exemple, et qu'on puisse d'abord tenir les élections présidentielles dans le délai, convenu par exemple de l'accord, et que finalement on voit les restes des élections nationales, par exemple, et provinciales après. Vous savez, la stratégie d'alourdir le calendrier électoral est aussi venue de la majorité présidentielle qui du reste voulait commencer par les élections locales et de finir par les élections présidentielles, alors que le problème que nous connaissons est venu du fait qu'il n'y a pas eu élection présidentielle. C'est d'abord cela. Donc s'il y a possibilité de prioriser les élections présidentielles d'abord, ça résoudra déjà le problème qu'il y a au niveau de la tête de l'État. Et puis après, nous pourrons continuer avec les élections au niveau national et le niveau provincial. Ça encore, ça reste une possibilité. Après les discussions, ces options-là peuvent être dégagées. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, nous évitons de revenir à chaque fois dans les discussions. Parce que le chemin de discussion a aussi montré avec la ruse qu'il y a du côté de la majorité que ça leur permet aussi de gagner du temps. Donc nous pouvons réfléchir pour améliorer ce calendrier électoral et aller vers les élections qui du reste est la solution que tout le monde attend dans ce pays. Mais le rejet de ces calendriers, également d'autres personnes disent écoutez, il faut fondamentalement que le bureau de la CENI démissionne. Est-ce que là également c'est une stratégie à pouvoir encore retarder les choses comme vous le décriez? Quand nous rejetons aujourd'hui le calendrier électoral, qu'est-ce que nous proposons à la place? Nous devons, nous l'opposition, éviter de prendre des positions qui retardent encore l'organisation des élections. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir le crédit du peuple avec nous, mais ce n'est pas une constante qui va rester éternellement. Si nous marchons dans le sens contraire que ses intérêts à lui, le peuple, je pense que nous n'aurons plus leur crédit. Donc nous devons nous battre pour aller vers l'organisation des élections. Et je pense qu'à ce stade, tout ce qu'il y a eu comme réaction hier par rapport au calendrier électoral, je pense que ça a été une expression de mécontentement, mais qui a un peu dépassé certains entendements, et qu'avec un peu plus de recul et de réflexion plus mûre et mature, les acteurs vont revenir à la raison et prendront la bonne décision. Je garde confiance encore à l'opposition congolaise. Quel est l'idéal aujourd'hui? Élection juin 2018, c'est ça selon vous? L'idéal aujourd'hui pour moi, c'est d'abord les élections. Oui. Et
nous allons démontrer que ça peut avoir lieu en juin 2018. Nous voudrons discuter pour tomber d'accord autour de ce point-là et organiser les élections dans ce délai. Au-delà de l'acquérir, c'est mon avis personnel en tout cas, je penserais qu'il faudrait peut-être réfléchir pour aller aux élections à la date qui a été appelée, au lieu de penser au boycott des élections, ce qui va ramener les élections, surtout la politique de la chaise vide après 2019. Pas toujours. L'erreur de 2006 avec d'autres partis politiques, nous le connaissons un peu bien. Oui. Mais Nanga est revenu encore sur la fameuse machine à voter. Et d'ailleurs, selon lui, déjà lorsqu'on a évoqué la problématique relative, bien sûr, à une séquence des élections, et pour lui, il estime qu'avec la machine à voter, les choses vont aller mieux en termes de coûts, en termes également de temps. De temps également, il faut dire, et que ça facilite les choses, de pouvoir voter en une séquence de ces 3 scrutins en même temps. La fameuse machine à voter, apparemment, ce n'est pas une option qui est abandonnée par la CENI, qui revient et qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, il annonce dans 2 semaines le déploiement de 200 kits, de ces kits-là, de ces machines à voter, pour permettre la sensibilisation, parce qu'il compte que d'ici les élections, au moins 80% des électeurs puissent déjà avoir une idée sur le fonctionnement de ces machines-là. Vous savez, Monsieur Koyapa, dans un pays développé, dans les nations développées, ces machines à voter aident, c'est vrai, à gagner un peu plus de temps par rapport au vote manuel. Et de ce qui est de réduction du coût des élections, je n'ai pas encore organisé avec ces machines-là, mais je sais que l'informatisation et bien l'automatisation de tout processus a un coût plus cher, surtout dans la phase initiale, qui est la phase d'investissement, et que cela est rentabilisé dans le temps. Chez nous, nous sommes une nation qui n'est pas encore développée, et cette technologie n'a jamais existé chez nous au Congo. Donc nous allons la prendre d'où elle vient et l'implémenter ici au Congo, à Kinshasa et dans les provinces. À Kin encore, nous avons la chance d'avoir certains jours de l'électricité. En province, ça ne sera pas le cas. Et puis, cette formation-là nous prendra encore plus beaucoup de temps. Ces machines vont nous coûter un peu plus beaucoup d'argent qui peuvent être mises dans l'opération d'élection telle que nous le faisons de manière traditionnelle, c'est-à-dire de manière manuelle, et le peuple est déjà formé à aller voter. Là encore, nous pourrons gagner en termes de temps. Et cette option-là était une option qui était présentée, en principe, selon ses dires, pour les futures élections. Aujourd'hui, je suis aussi surpris hier d'apprendre que ça a été retenu pour ces élections ici et que 200 kits sont en train de venir. Où a été lancé cet appel d'offres? Comment s'est passée la sélection? C'est pas un vrai problème de gestion. Pour qu'on ait 200 machines. De gestion, mais on sait de la CENI, notamment l'audit de la CENI, c'est faux. Dans ce cas, les gens qui ont estimé que cette machine venait de Corée et serait fournie par le fils d'un membre du bureau avaient raison. C'est une question qu'on se pose parce que nous n'avons pas eu vent de la publication de cet appel d'offres. Et surtout l'obstination de Nanga. Là encore, ce sont des manœuvres pour nous ramener vers des questions, des problèmes que nous ne connaissons pas, afin d'avoir la possibilité de tricher ces élections. Parce que ces machines-là sont manipulables. Elles ont montré leurs limites en Occident et ne nous les ramenez pas ici où nous n'aurons pas les capacités de suivre ce qui est fait dedans. Malheureusement, Nanga ne vous écoute pas. Le meilleur moyen à ce jour sera de voter de manière traditionnelle, veut dire manuelle. Et puis, dans les années à venir, nous pouvons réfléchir ensemble avec tous les partenaires pour automatiser cette élection. On espère que Nanga vous écoutera, peut-être avec la tripartite au niveau de la CENI. Mais là également, le problème, on ne sait pas relancer cette... Pourquoi Nanga ne veut pas relancer la tripartite, où il y avait déjà des réunions tenues entre la majorité, l'opposition, la société civile et les partenaires multilatéraux, bilatéraux également à ces niveaux-là. Oui. Pourquoi il a peur de convoquer ces réunions? Bon, je ne suis pas à sa place, donc je ne saurais pas répondre pour lui. Parce que c'était le lieu idéal de pouvoir discuter toutes ces questions. Mais je sais qu'il sait pertinemment bien
qu'au contact de tous les partenaires, tous les participants aux élections, il lui sera démontré noir sur blanc qu'il est dans le faux et qu'ils sont en train de tripoter pour tirer en longueur le calendrier électoral. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle il évite des discussions intellectuelles autour de cette question d'organisation des élections. L'enjeu également important, c'était que Kabila ne soit pas candidat, parce que la Constitution déjà l'a bien signifié, oui. 2 mandats, donc il ne peut plus se représenter. Oui. L'accord de la CNC va être là également, si bien dit, Kabila n'aura pas un 3e mandat. Mais est-ce que, au regard de ces manœuvres, on peut dire dilatoires même de Nanga, c'est pas une possibilité de pouvoir dire, écoutez, que Kabila soit demain également candidat? Vous ne craignez pas également que Kabila ne puisse encore rebondir qu'il soit encore candidat? Parce que finalement, on sait que Kabila ne sera pas candidat. Mais Nanga, dans son comportement, on sent qu'il veut que Kabila soit toujours candidat. Je ne vais pas aller aussi loin dans les intentions que je lui prête. Au regard de la Constitution, au regard de l'accord du 31, je sais que M. Kabila ne sera pas président. Donc sa page est tournée. Ne sera pas candidat au présidentiel et que sa page est tournée en tant que président de la République. Il appartient déjà au passé de la République démocratique du Congo et que la nouvelle porte qui se présente à lui, c'est celle de sénateur à vie. Et si dans le futur, il voudra servir sa nation dans d'autres postes de la politique congolaise, c'est un droit qui lui revient. Mais déjà, on sent dans la majorité de comportements qui ne nous rassurent pas que Kabila ne sera plus candidat. Lorsque déjà on parlait même de sa jeunesse, il a encore 45 ans, on ne prend pas une retraite en 45 ans politique. Vous savez, autour des acteurs politiques, il y a des gens qui veulent voir le bonheur qu'ils ont d'une certaine manière s'éterniser. C'est comme on l'a fait avec Mobutu à l'époque. Exactement, et on l'a conduit à la dérive. Ceux qui ont travaillé avec lui sont aujourd'hui au pays. Lui, le corps n'est même pas encore revenu au pays, paix à son âme. Et je pense que ça ne sera pas le cas avec le président Kabila, qui, aux côtés de son père, ont participé à donner ce que nous avons appelé en son temps la libération au peuple congolais, et qui, en principe, devait continuer de travailler dans cette logique-là pour que le peuple congolais reste dans sa liberté acquise en mai 97. Et si par malheur, ils ne sont plus dans cette logique-là, le peuple congolais sera obligé de travailler avec ceux qui sont de son côté pour rester dans sa liberté. Voilà. Maintenant, la grande question que beaucoup se posent, d'ici juin 2018, on peut avoir les élections, au moins de façon raisonnable. Oui. Mais comment on va gérer cette période? Une transition sans Kabila, avec Kabila? Là, je parle MLC. Oui. Au niveau du MLC, on se dit, nous allons remplacer le président à la tête de ce pays après les élections. Donc l'alternance sera démocratique telle que dictée par la Constitution congolaise. Donc il n'y a pas question de pouvoir parler d'une transition sans Kabila, comme on dit. Après Kabila, il y aura un président élu. Donc ce qui est vrai, c'est que la page Kabila a été tournée depuis longtemps. Hein? Exactement. Donc il n'y a plus Kabila reste là pour justement essayer de conduire les choses qui finalement poussent à avoir un autre président. Vous savez, nous au MLC, nous disons souvent, pour avoir fait la guerre, nous connaissons le prix de la paix. Oui. Nous voulons rester responsables dans nos prises de position et éviter à ce que le pays ne coule encore ou ne connaisse encore des bains de sang. En 2015, en 2016, nous avons déjà connu plusieurs morts suite à nos manifestations qui du reste ont été faites avec raison, mais ont été reprimées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous voulons faire une pression maximale sur la majorité présidentielle afin d'obtenir les élections et que notre Congolais devienne président de la République. Comme je le dis souvent, rien ne dit à 100% qu'il viendra de l'opposition, mais que ce soit au moins quelqu'un d'autre, que le président Kabila fasse la passation de pouvoir avec un autre Congolais qui a gagné les élections. C'est ce que nous attendons. Parce que vous dites que la transition n'est même pas constitutionnelle. Parce qu'en même temps, vous reprochez, c'est ça le combat avec l'opposition congolaise, oui. Vous reprochez à Kabila et sa majorité de ne pas respecter la Constitution de la République. En même temps, vous voulez également mentionner des thèses qui violent également la Constitution, c'est contradictoire. Nous présentons au MLC une formule qui respecte la Constitution et puis nous sommes dans une plateforme politique que nous appelons Front
pour le respect de la Constitution. Donc nous restons sur cette logique-là. Rien n'a changé. C'est très bien. Nous allons prendre le deuxième sujet, le second sujet de cet entretien. Il s'agit de l'appel de l'opposition, parce que c'est la question qu'on se pose. C'est vrai, tout le monde veut que Kabila parte. Kabila est déjà partant, selon la loi, selon la Constitution et l'accord de Saint-Sébastien. Il faut que nous rappelons cela à chaque fois à nos téléspectateurs, le Congolais qui nous écoutent. L'accord de 31 décembre 2016, ou l'accord de la CENCO, comme vous voulez l'appeler, a clairement dit que Kabila va plus se représenter pour un troisième mandat. Ça, c'est clair. Donc, lorsqu'on met en œuvre cet accord, on ne peut plus encore mettre dans notre tête que Kabila sera encore candidat ou sera encore un troisième président de notre pays, de notre pays, la RDC, si la question se pose, mais plutôt mettre en place des mécanismes, comment il va partir et comment on fera les élections pour que finalement on puisse avoir un nouveau président, qui soit-il de la majorité, soit-il de l'opposition, mais qui est artisan démocratique au sommet de l'État. L'opposition, apparemment, vous ne parlez pas le même langage. Les uns, comme je venais de le dire tout à l'heure, avant de telles thèses, d'autres thèses. Mais finalement, on craint. Et c'est la crainte, elle est fondée pour la population congolaise qui nous occupe maintenant et qui nous suivent également. En 2006, second tour de l'élection présidentielle, Bemba Kabila, finalement, on n'a pas senti que toute l'opposition était réunie autour d'un candidat unique. En 2011, autant on a connu avec Tshisekedi, alors que, vous savez, Kabila a eu au moins 46%, donc c'est en deçà de la majorité. Donc il y avait 54% des Congolais qui ne sont pas d'accord avec le programme ou Kabila ou la majorité présidentielle. Oui. On a, une fois de plus, fait rater l'opportunité au peuple congolais d'avoir l'arsenal démocratique de notre pays, la RDC. Aujourd'hui, on a vu que votre président national, Bemba, qui appelle à l'unité, mais on ne semble pas toujours voir cette unité se conjuguer autour des idéaux défendus par les uns et les autres. Comment expliquer, finalement, comment avoir l'unité de l'opposition dans ce pays? Nous allons y aller par étapes. Oui. La première étape, je crois que vous avez vu l'entrevue des ténors de l'opposition avec Mme Niki Allé, oui, où l'opposition s'est présentée en ordre uni et a remis un seul document signé par toutes les parties avec les mêmes revendications. Okay, ça c'est la première étape. Généralement, ça commence toujours avec l'unité et finalement... qui du reste est un bon signe. Alors, la seconde étape, c'est qu'aujourd'hui, il y a tendance à mettre en place cette unité de l'opposition telle que souhaitée et demandée par le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette unité d'opposition est mise ou est demandée à cette étape pour une unité d'action des partis d'opposition afin d'obtenir l'organisation des élections. La seconde étape maintenant viendra ou doit venir au niveau d'une unité dans les positions qui sont prises, les positions politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons sur la même table le MLC, le Rassemblement, l'UNT et tous les autres partis politiques de l'opposition qui veulent se rallier à cette cause. Mais dans notre manière opérationnelle de voir le remplacement du président Kabila, nous avons des différences. Ces différences ne sont pas éternelles. Après des réflexions, après des rencontres, après des discussions, nous avons cette possibilité d'arrondir les angles et de parler un même langage. Je pense que ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Au niveau où nous sommes actuellement, nous sommes à l'unité d'action d'opposition. Nous pouvons nous concerter, nous retrouver pour des déclarations communes. Et cette chose-là est appelée à évoluer et aller vers l'acte suprême que le Congolais aimerait avoir. C'est l'unité de l'opposition vers les élections. C'est en d'autres termes ce que nous appelons une plateforme électorale. Mais c'est des politiques qui sont mises ensemble. Il y a certains principes, certains levels à passer step by step pour arriver à ce résultat-là. Donc, je garde confiance je garde confiance au regard des consultations qu'il y a eu, au regard des coups de fil qui se passent, des rencontres qu'il y a. Je garde confiance que nous atteindrons ce
résultat-là. Mais ce qui se passera entre aujourd'hui et le jour où nous atteindrons cette unité de l'opposition n'est pas à prendre en compte, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des remous-ménages, mais je suis convaincu... De débauchage, de trahison également. On a vu le succès que vous avez engagé à l'époque avec la dynamique de l'opposition. Vous avez réussi en tout cas à mettre pratiquement à genoux la majorité présidentielle à travers la loi électorale, l'article 3, la ligne 3 bien sûr. Et, finalement, tous ces gens se retrouvent de l'autre côté de la majorité. Vous savez, monsieur Michel, ça aussi c'est la politique congolaise, à la congolaise. Nous savons y faire avec. Parce que même dans l'unité que nous mettrons... Même dans le peuple souffre, c'est ça la question. Même dans l'unité que nous mettrons sous peu, nous savons qu'il y aura sûrement des gens qui vont nous laisser à un certain moment pour rentrer vers la majorité, comme il y a aussi des gens qui quittent la majorité pour venir vers nous. Donc il n'y a pas de problème, mais je suis convaincu que nous arriverons à discuter et à arrondir les angles et à travailler ensemble. C'est ce qu'on espère, hein. Le peuple congolais attend. C'est mon souhait et j'y crois fermement. Si déjà en 2011, c'est quand 4% des Congolais ne sont pas d'accord avec la majorité présidentielle, même Kabila, je pense que de 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore plus de Congolais qui ne sont pas d'accord, donc on dira peut-être plus de 100%. Si ces 100% sont canalisés à travers justement votre unité de l'opposition, ça peut donner un résultat très clair aux élections. Ça reste la meilleure des solutions, mais dans la manière de mettre cela opérationnel, il faut que cette unité soit assise sur des bases solides pour éviter que devant les obstacles, elle ne s'écroule. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler et ça va arriver, nous arriverons à ce résultat. L'espoir est en tout cas permis et fondé également à ces niveaux-là. Régis, nous sommes à la fin. Vous, en tant que jeune, comment vous regardez l'avenir de ces pays, le Congo démocratique? Nous sommes tombés trop bas, très bas également. À un moment donné, on s'est dit, il faut disparaître ou laisser le Congo. Quel malheur les Congolais ont toujours eu d'avoir des dirigeants un peu à ces niveaux-là. Pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement les Congolais? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi on manque à manger, des routes, des écoles, des bons hôpitaux par exemple? Ça fait très mal. Comment vous observez l'avenir du Congo? Vous savez, M. Koyapa, ça fait pitié de voir comment le Congo est tombé si bas. Le Congo aujourd'hui est la risée du monde. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans ce pays pour rester ou demeurer avec ces pincements de cœur. Mais ce qui est bien, c'est que l'espoir reste de mise. Avec de la volonté politique, avec de la volonté intellectuelle, nous pouvons arriver à remonter cette barre. Et ça ne sera pas facile, ça nous demandera du temps, mais nous sommes en train de gérer une nation. La vision doit être de 30, 40, 50 ans plus tard pour arriver à ces résultats-là. Alors je garde espoir en tant que jeune Congolais et c'est le message que je passerai à mes compatriotes. C'est de garder espoir à un avenir meilleur. Mais c'est aussi de s'intéresser de près ou de loin à la question politique, à ce qui se passe actuellement, parce que c'est le devoir des Congolais de prendre conscience et de se battre pour défendre ses droits. Nous devons aujourd'hui arriver à avoir les élections. Nous devons aujourd'hui arriver à ce que la démocratie soit une nature du Congolais, qu'elle ne reste pas un vain slogan. Voilà pourquoi nous devons nous battre. À tous les jeunes Congolais, battez-vous. Et à tous les membres du MLC, c'est de rester compact avec la tête, avec la hiérarchie du parti. Nous sommes appelés à vivre des jours meilleurs. Merci beaucoup, Régis Kassoma. Vous êtes au cadre de l'agglomération du Congo. Mesdames et messieurs, moi je termine cette émission avec cette phrase de Jean-Pierre Bemba. Il dit « Il est temps de restaurer la dignité du peuple congolais ». Il est important qu'aujourd'hui, ce peuple qui est meurtri, ce peuple qui a beaucoup souffert, que nous puissions tous, politiciens, nous sommes journalistes, acteurs civils, nous puissions enfin nous mettre en tête qu'il faudra maintenant, ici et maintenant, restaurer la dignité du peuple congolais. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Grand merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Guy Poutou était là. Je pense également à Romain Makonda qui était également à la réalisation. À leur nom et au mien propre, je vous dis merci
en tout cas très prochainement pour un autre numéro de votre magazine Entretien. Et je dis tout simplement que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir et à très bientôt. C'est bon, hein? Il faut la photo à Nabouine.